Ce sont des familles qui effectivement avaient un train de vie comme vous, comme moi, qui allaient au travail tous les jours, mais qui malheureusement, leur domaine de travail, ça pouvait être le tourisme, ça pouvait être la restauration, ça pouvait être l'hôtellerie. Il y en a qui tout simplement ont eu un arrêt total et absolu de leur activité, donc 100% d'entrée en moins. Et nous allons parler aujourd'hui dans les émissions dédiées à la Tzedaka, Israël Tzedaka Abaye Kalita qui aura son point d'orgue le 21 février. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui des nouveaux pauvres dus au Covid. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir trois invités. Milka Adret, psychologue clinicienne, eh bien, qui va intervenir en tant qu'experte sur le sujet. Yonit, qui sera avec nous pour représenter l'association Keren Ner Leketi, une association qui existe depuis 27 ans, et l'association Lève Israël. Ce sera Avraham Lemel, voilà, qui aide de nombreuses familles dans le centre du pays, mais aussi dans tout Israël. On est ravis de vous accueillir tous les trois. Bonjour. Alors, les nouveaux pauvres dus au Covid, ça veut dire quoi ? De quoi parle-t-on exactement ? Avraham. Alors aujourd'hui, nous faisons face, déjà bonjour Cathy, merci beaucoup pour votre présence et merci aux autres intervenants. Alors quand on parle des nouveaux pauvres dus au Covid, c'est-à-dire qu'on est face à des personnes aujourd'hui qui en fait n'auraient jamais pu s'imaginer être dans une situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. D'accord ? C'est-à-dire que la première chose qu'on a besoin de prendre en considération quand on commence à traiter ce genre de demande, c'est qu'on a besoin de s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui sont face à nous de devoir se retrouver un jour à quémander ou à avoir besoin d'aide. Et je pense que la Torah, déjà de base, est en train de nous enseigner que toute une partie du don est ce moment dans lequel j'ai pas uniquement besoin de me débarrasser pour pouvoir avoir une conscience tranquille, dans laquelle je me dis c'est bon, j'ai fait ma BA quotidienne et je peux avancer, je peux passer à autre chose. Et surtout, ne me polluez pas l'environnement, entre guillemets, avec des gens comme ça. Mais c'est aussi un état d'esprit dans lequel il y a quelqu'un qui va me toquer à la porte et qui va me demander de l'argent, je vais lui donner une petite somme, mais je vais lui demander aussi, est-ce que tu as besoin d'un verre d'eau ? Est-ce que tu veux boire ? Est-ce que tu as besoin d'utiliser les toilettes ? Est-ce que, parce que je me mets à ta place, que peut-être ça fait 5 heures que tu es dehors de chez toi en train de tourner de porte à porte pour ramasser de l'argent ? Bien, pour les nouveaux pauvres du Covid, la première chose que ça nous enseigne, c'est une mise en situation extrêmement complexe, que je suis persuadé que les autres personnes présentes sur ce forum auront la possibilité de pouvoir développer aussi du point de vue professionnel, psychologique, mais c'est une mise en situation pour pouvoir se demander qu'est-ce que la personne qui est face à moi, qui pour beaucoup était même à un moment d'honneur, et en un clin d'œil, en quelques mois, il devient à son tour malheureusement demandeur. Donc ça veut dire que ce sont des familles qui étaient aisées, qui avaient, on va dire, un rythme de vie tout à fait acceptable, voire enviable, qui se sont retrouvées faute de travail, on va dire ça comme ça. Ils ont dû perdre peut-être leur parnassa parce qu'ils ne pouvaient plus voyager pour certains, ou pour d'autres raisons, ils se sont retrouvés complètement démunis. Malheureusement, il s'agit effectivement de familles qui pouvaient être stables, effectivement financièrement, qui peut-être, je pense aussi, on pourrait le traiter, on l'a déjà traité, et ça je félicite Kalita pour avoir fait un travail en profondeur, pas simplement donner des chèques pour répondre à l'urgence, mais de réussir aussi à construire par derrière et aider les gens à acquérir une certaine forme de stabilité financière aussi. Il y aurait un sujet à réflexion, c'est pas le sujet aujourd'hui, de se demander comment faire par la suite pour que les familles stables financièrement de façon générale ne se retrouvent pas en situation de nécessité au bout de 3 mois de crise. Mais effectivement, ce n'est pas le sujet qu'on va développer maintenant. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des familles qui effectivement avaient un train de vie comme vous, comme moi, qui allaient au travail tous les jours, mais qui malheureusement, leur domaine de travail, ça pouvait être le tourisme, ça pouvait être la restauration, ça pouvait être l'hôtellerie, ça pouvait être encore des dizaines et dizaines d'autres corps de métier malheureusement, qui n'ont pas vu leurs chiffres baisser de 50, 60%, de grappiller à droite à gauche. Il y en a qui tout simplement ont eu un arrêt total et absolu de leur activité, donc 100% d'entrée en moins. Et effectivement, quand on n'a pas un tout petit peu de backup derrière, et souvent c'est Olim qui sont arrivés, qui ont fait la démarche, qui ont eu beaucoup de frais en arrivant,
qui ont réussi à se stabiliser, à commencer à créer une sorte de petit train-train, eh ben, en un clin d'œil, cette petite stabilité qu'ils avaient, puisqu'ils n'ont pas le backup nécessaire, si je puis dire, ben ça, malheureusement, ça fait qu'ils se retrouvent fragilisés très, très, très rapidement. Alors en plus, psychologiquement, ça doit être très compliqué parce qu'en général, ce sont des gens qui n'ont jamais demandé d'aide, Milka, n'est-ce pas ? Ouais, bonsoir. Enfin, bonjour, je suis ravie que tu nous donnes la parole parce que c'est un sujet très délicat, les nouveaux pauvres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de remettre un petit peu en situation. D'abord, beaucoup de familles francophones, quand elles arrivent en Israël, malheureusement, ne vont pas acquérir un niveau d'hébreu suffisant pour pouvoir travailler dans le milieu israélien et donc vont travailler dans les call centers et par exemple des organismes entiers qui représentaient plus de 300, parfois 500 emplois de familles francophones en Israël se sont retrouvés à fermer parce qu'elles travaillaient, comme vous venez de le dire, dans le tourisme ou dans l'hôtellerie. Et donc, ce sont des familles qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées sans aucun revenu et qui ont très peu d'accès au marché du travail israélien du fait qu'elles n'ont pas la langue. C'est-à-dire que quand on travaille pendant plusieurs années dans un call center, ça permet une certaine stabilité financière. C'est déjà une grande chance de pouvoir arriver ici et de trouver un travail. Mais là, avec la crise du Covid-19, ce sont très souvent des familles qui se sont retrouvées sans revenus et sans possibilité d'un nouvel accès. C'est-à-dire qu'en plus, ils n'ont pas les codes. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Quand bien même ils n'ont pas l'hébreu, mais en plus, ils ne savent pas du tout où chercher. Ils sont paumés, quoi. Il y a déjà un niveau très élevé de chômage pour les Israéliens qui, eux aussi, essuient une crise économique très forte. Et donc, les francophones qui ne sont pas dans ce marché et qui n'ont pas non seulement les codes, mais la langue, ni les formations nécessaires, se retrouvent complètement en marge du système, très démunis, et n'ayant pas accès aussi parfois à des choses simples de l'entraide israélienne, qui est extrêmement administrative et qui est très difficile d'accès. Et donc, on a une population qui est, j'allais dire, doublement confrontée pénalisée, à la crise, plus toute la déflagration due à l'ALIA, qui est quelque chose dont on ne mesure pas. Je vais vous lire quand même un petit extrait parce que ça permet d'un peu mieux comprendre où on en est. Les trois quarts des recherches, en fait, sur le sujet des réactions psychologiques au Covid disent que les réactions dépendent de nombreux facteurs, tels que notre exposition face à l'épidémie. Alors, c'est sûr qu'une famille qui a été touchée physiquement, en plus, est beaucoup plus psychologiquement fragilisée. Le soutien de l'entourage, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à mesurer. Est-ce qu'il y a des gens avec vous ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider dans ces moments-là ou pas ? La santé physique, l'âge, les antécédents personnels de troubles liés à la santé mentale, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà une fragilité psychique, on sait qu'à l'heure actuelle, elles se retrouvent beaucoup plus exposées, fragilisées, présentant des troubles. Et c'est là que c'est intéressant. En général, ça finit par... Et aussi, ça dépend des expériences antérieures d'événements stressants. Or, événement stressant, et bien évidemment, l'ALIA est un événement stressant. Et c'est quelque chose donc qui quitter un monde pour s'installer dans un autre monde est toujours difficile, et surtout lorsqu'il s'agit d'un pays en guerre, quand il s'agit d'un pays qui est exposé au terrorisme, et quand il s'agit de recommencer une carrière. Et donc, on est là dans quelque chose qui va augmenter, du fait de l'ALIA, le fait de notre fragilité face au stress et à l'anxiété provoquée par l'épidémie elle-même. Donc, c'est un peu l'épidémie au carré pour les francophones. C'est double peine, tout à fait. Qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis un moment. Ça, il faut bien le prendre en considération et comprendre aussi que la campagne que vous menez, fabuleuse, permet de parler de la dignité, de pouvoir se nourrir, se vêtir, se loger, et je rajouterais de pouvoir aussi accéder aux soins. Il y a quelque chose dans ce moment-là qui est extrêmement délicat, qui est du fait de l'épidémie, une forme de fragilité qu'on ne va pas tout de suite repérer, c'est-à-dire que le sommeil est impacté,
la façon de s'alimenter est impactée, il y a une forme d'hypervigilance, comme dans tous les moments où on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, qui fabrique une fatigue excessive avec des moments où on est très présent et d'autres où il n'y a plus du tout de répondants. Et en fait, il faut devenir les garants les uns des autres. C'est-à-dire que quand on sent qu'une personne est en train de couler, qu'elle ne peut plus se concentrer, par exemple, le fait... Et même au sein de la cellule familiale, Milka. Au sein de la cellule familiale, mais pas que. On devient véritablement responsable les uns des autres. Si vous voyez qu'un voisin commence à aller mal, si vous voyez qu'il commence à y avoir, il y a énormément de problématiques de violences familiales qui sont en train d'émerger, de problématiques d'addiction, de problématiques de déscolarisation des enfants, évidemment, parce que le Zoom, c'est compliqué, que tout le monde n'a pas accès à Internet, que tout le monde n'a pas les appareils nécessaires à la maison, qu'il y a certaines familles qui n'ont pas les moyens de mettre les enfants sur Zoom ou qui ont un seul appareil pour 5, 6, 7 enfants. Et donc, il y a une véritable désorganisation de la vie quotidienne familiale. Et là, il faut être très vigilant et j'allais dire tout d'un coup prendre la position, effectivement, comme vous le soulignez, Rav Lemel, d'une grande humanité, c'est-à-dire que ça nous oblige, et nous, à prendre soin de nous-mêmes et être extrêmement à l'écoute les uns des autres et tous les signaux de détresse. Et j'allais dire que l'agressivité en est un. Quand un enfant se met à devenir agressif, quand une personne se met à devenir agressive, on a tendance à reculer et il faut pourtant aller vers, comprendre ce qui se passe, pourquoi la personne en arrive à sortir d'elle-même, un enfant devient agressif, jette des choses. Il ne faut pas répondre par plus d'agressivité, il faut répondre en essayant d'apaiser la situation et d'être présent. Alors justement, Milka, Avraham et Yonit, pour revenir à ces nouveaux pauvres et au fait que toutes les difficultés que vous venez de décrire, à cela s'ajoute la difficulté financière, tout simplement de remplir son frigo, de pouvoir subvenir aux besoins primaires des siens. Ça, c'est très compliqué. Évidemment, ces gens-là qui n'ont jamais eu affaire aux services sociaux ne vont pas demander d'aide ni à la mairie, ni aux assistantes sociales du quartier. C'est pour ça que le travail des associations est fondamental. C'est très, très, très important. Alors, Avraham ou Yoni, tous les deux, vous avez été confrontés à des gens qui ont poussé la porte de votre association et qui n'avaient jamais demandé d'aide? Écoutez, je pense qu'il faudra aborder un point qui est assez particulier, c'est que ces gens-là ont souvent honte de demander de l'aide. Et ils ne vont pas pousser la porte d'une association, ils ne vont pas demander de l'aide à leurs voisins ou à leurs amis. Ils ont tout simplement honte. Je vous raconte quelque chose. Moi, je me suis adressée à des guides francophones en pensant qu'ils allaient avoir des difficultés. Il y a un des guides avec qui j'ai parlé qui m'a écouté et qui m'a dit « Ok, je vais envoyer mon dossier pour avoir de l'aide ». Plusieurs jours sont passés et j'ai constaté qu'il n'a pas envoyé le dossier. Finalement, quand je l'ai recontacté, il ne m'a pas répondu au téléphone et il m'a envoyé simplement un petit WhatsApp en me disant « J'ai honte ». Voilà. Donc ça, je crois que... Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On arrive à les aider malgré tout? Je l'ai rappelé plusieurs fois. Je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de sensibilité, d'habileté, de délicatesse. Et finalement, on a pu l'aider. Il a envoyé son dossier et on a pu l'aider. Il a reçu des bons de Calita et c'était pour lui une bouffée d'oxygène extraordinaire. Mais je pense que c'est pas uniquement au niveau des Olim francophones. Il y a des Olim qui sont arrivés il y a 4-5 ans et qui ont effectivement la difficulté, la barrière de la langue et qui connaissent pas les systèmes de recherche de travail en Israël. Mais il y a aussi des Olim qui sont là depuis 15 ans ou 20 ans et qui ont été complètement désemparés. Tout simplement, ce sont des gens qui ont eu une vie tout à fait normale dans le cadre de leur travail et ils ne sont pas capables de se réintégrer dans une autre société. Ils ne sont pas capables
de faire une autre formation professionnelle parce que ça les dépasse complètement. C'est une situation qu'ils n'ont pas vécue. Alors on a vu, c'est vrai qu'on a vu chez les Israéliens des gens qui travaillaient dans le spectacle par exemple et qui se sont reconvertis en livreurs ou enfin des métiers tout à fait subalternes et sans en avoir honte. C'était à la limite quelque chose dont ils étaient fiers en se disant qu'ils se remontaient les manches et qu'ils le faisaient. Mais certains l'ont fait aussi chez les francophones, mais c'est plus rare. Comment on fait, Yoni, toi, Avraham, pour venir en aide à ces familles? Qu'est-ce qu'il faut déployer comme, comme qualité et comme argument, tout simplement? Je pense qu'il y a 2 points. Allez-y, Yoni, je vous en prie. Non, je voudrais simplement dire, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité et de l'âge de la personne. Par exemple, quelqu'un qui a été aidé par nous, qui travaillait dans un hôtel, et qui s'est retrouvé au chômage, il a perçu 2 fois des bons de Qualitas, c'est-à-dire donc dans un espace de 3 mois. Quand je l'ai rappelé pour la 4e fois, il m'a dit qu'il a trouvé du travail, il garde des malades un peu partout, et donc il s'est réadapté à un autre système de travail en attendant de pouvoir réintégrer son ancien travail. Mais il y a des gens qui sont plus âgés, qui ne sont pas capables de faire ça. Bien sûr. Avraham? Maintenant, voilà, si je peux me permettre, déjà je me suis vraiment reconnu dans ce que Milka était en train de dire tout à l'heure, parce que ce qu'elle disait, c'était, pour le résumer en un seul mot, c'était du professionnalisme. C'est-à-dire des gens qui ne deviennent pas ou qui ne s'inventent pas du jour au lendemain en train de pouvoir réussir à rentrer dans un domaine aussi complexe que le social, que l'aide, etc. Et je pense que s'il y a une chose de laquelle j'ai vraiment été fier, en tout cas, de participer à cette opération, en tant qu'acteur, on a essayé de faire au maximum pour être des acteurs importants dans cette opération. Vous avez aidé beaucoup de familles, je crois, Avraham. Combien de familles vous avez aidé? Grâce à Dieu, on était dans les 250 familles aidées. Mm-hmm. Mais la fierté, surtout, elle réside dans le professionnalisme que j'ai rencontré. C'est-à-dire que quand on s'est posé au niveau des réunions de travail, des réunions de décision pour les attributions des bourses, d'accord, de l'étude de chaque dossier, bien, ça a été fait à tous les niveaux d'une manière extrêmement fine, professionnelle, selon toutes les lois de la Tzedaka, qui sont des lois traitées dans le Shulchan Aruch déjà. C'est-à-dire que non seulement on a besoin de se rappeler à chaque instant que cet argent ne nous appartient pas, okay, elle a été arrivée dans nos comptes, dans les comptes des associations, dans les comptes de Qualitas, ça ne nous appartient pas, c'est de l'argent du peuple juif qui a été donné pour le peuple juif. Et donc, on a une responsabilité parce que quelqu'un qui dépenserait son argent et qui a acheté une bêtise avec une glace ou n'importe quoi, c'est très bien de manger des glaces aussi, mais qui a mangé une bêtise ou quoi que ce soit et qui aura besoin quelque part de justifier ses propres dépenses, c'est une chose. Mais quand je ne fais pas attention à l'argent du peuple d'Israël, c'est encore plus grave parce que j'ai une responsabilité immense, ce n'est pas mon argent que je gère. Et donc, j'ai besoin d'étudier d'un côté la situation pour pouvoir réussir à éviter quand c'est, je ne parle pas de voleurs parce que je ne pense pas qu'on a eu des cas pareils, mais des gens qui pensaient être plus nécessiteux alors qu'il y avait bien plus grave qu'eux, et donc les reléguer, entre guillemets, en 2e position. Mais d'un autre côté aussi, se battre pour pouvoir réussir à faire en sorte que le dossier qui a été présenté, mais qui justement, comme vous l'avez dit Yonit, c'est-à-dire j'ai besoin, parce que la personne elle a honte, donc déjà elle a envoyé son dossier, c'était un effort, mais elle l'a pas vraiment bien rempli. Il nous manque des détails, mais on sent qu'il sent mauvais, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un besoin derrière, qu'il y a quelque chose qui trouble, qui est dérangeant. Que de la même façon qu'on a besoin de se battre pour pouvoir réussir à faire attention à chaque détail, d'accord ? Et faire en sorte que chaque dossier, on puisse étudier le niveau de nécessité et donc reléguer un dossier qui n'est pas aussi nécessiteux que les autres, eh bien, avec la même énergie, nous avons besoin d'analyser les dossiers qui, peut-être par honte, comme l'a dit Yonit, ce sont des gens qui n'ont pas voulu le dire, n'ont pas voulu vraiment remplir. Pour eux, c'était déjà tellement difficile de remplir un dossier de demande de subvention, qu'ils l'ont fait très vite fait, qu'ils l'ont fait sans vouloir trop déclarer que c'était compliqué. Mais quand nous, on est au 50e ou 80e dossier, on voit tout de suite que le dossier, je m'excuse du terme, mais il sent mauvais. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose derrière, il y a anguille sous roche. Et donc, j'ai besoin de le rappeler. Et là, lentement, avec ce tact, ce professionnalisme, cette gentillesse,
et surtout faire en sorte que l'autre ne se sente absolument pas écrasé ou dans une position inférieure à la nôtre. Quand je me suis présenté, chaque fois quand j'appelais, alors déjà j'appelle en numéro caché parce qu'il y a des gens qui me connaissent et donc j'appelle en numéro masqué et si j'ai peur qu'ils dévoilent ma voix, eh ben, je fais en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui les appelle. Et bonjour, je vous appelle par rapport à l'opération. On aurait besoin de quelques éléments en plus pour faire en sorte que votre dossier puisse être validé. On comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de délicatesse dans la façon d'aborder les familles. C'est très important de le dire aussi. Alors, Milka, est-ce que la précarisation entraîne forcément une dégradation psychique ? C'est automatique. C'est automatique et j'allais dire qu'il y a même pire que ça, c'est-à-dire que la précarisation entraîne un cercle vicieux de dégradation d'un ensemble de secteurs qui sont associés. C'est-à-dire que la malnutrition, d'une certaine façon, quand on n'a pas d'argent, on mange mal, avec tous les effets que ça peut avoir sur la croissance des enfants. Je connais un certain nombre de familles qui, à l'heure actuelle, font pour 6 ou 7 enfants des shabbats avec une miche de pain et une boîte de thon. Il faut que vous vous représentiez ce que ça veut dire pour les enfants. Mettre du ketchup sur une tranche de pain, c'est déjà pour eux faire Shabbat. Et qu'il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. C'est qu'il y a un cercle croissant d'isolement. Les gens, effectivement, ont honte, se replient sur eux-mêmes, ne veulent pas montrer et ne vous fiez pas aux apparences. On peut habiller les enfants très, très bien parce qu'on est allé au Gmar et qu'on a su se débrouiller une paire de chaussures neuves pour donner le change, en particulier dans les familles francophones, et ne plus avoir à manger à la maison. Il y a une problématique d'accompagnement par les professionnels adéquats et là, c'est très important aussi de pouvoir avoir une image exacte de ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Parce que ça demande effectivement à ce moment-là des compétences d'accompagnement, une fois qu'on est rentré dans ce cercle-là. Il y a en Israël, malheureusement, le cercle vicieux du surendettement qui va mettre les familles dans une forme de fragilité, forcément. En permanence dans une pauvreté qui ne fait que s'amplifier avec un agrandissement de l'anxiété du fait qu'on n'arrive pas à imaginer comment s'en sortir. Et donc là aussi, ça demande de faire appel à des professionnels. Alors justement, Milka, c'est pour ça que cette année, on a décidé, enfin, Kalita et toute l'équipe a décidé de donner plus d'argent, d'essayer de donner au moins, en tout cas, pour certaines familles, pour celles qui en ont besoin, 10 000 shekels sur un an, versés par mensualité. Alors ça, c'est important aussi de dire que tous les dons qui seront faits par ceux qui nous écoutent reviendront à 100% aux familles. Il n'y a pas de frais de structure. Et en plus, tu peux me permettre, bien sûr, je vais rajouter quand même quelque chose parce que c'est très important et c'est très important de le comprendre. On vit un moment très compliqué, évidemment que c'est complexe de comprendre ce qu'est une épidémie, comment on part pour des 4e élections en Israël, on va peut-être faire un 4e confinement, il y a quelque chose du long terme qui est très compliqué et j'aimerais quand même attirer une attention toute particulière sur les enfants. Parce que les enfants sont extrêmement sensibles au mouvement du monde, je dirais les choses comme ça, même si on les leur explicite pas, même si on essaie de tenir bonne figure et de donner le change, ils savent parce qu'un enfant, finalement, n'écoute pas ce que vous dites, il est dans votre ventre. Il ressent ce que vous ressentez, un enfant, plus que ce que vous disiez, plus que ce que vous dites, excusez-moi. Et donc, quand on rentre dans de la grande précarité, c'est un traumatisme au long terme pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils ont vu les parents flancher dans leur en fait, pour leur construction future, c'est compliqué. Subvenir et surtout de tenir cette figure de proue. Papa est invincible. Papa et maman, ce sont des figures stables sur lesquelles je peux me reposer et ces figures-là, elles me protégeront tout le temps. Or, on ne peut pas mentir dans ces cas-là. L'enfant sent l'anxiété du parent, sent qu'il est exposé, sent qu'il est en train de se dégrader. Et donc, il entre dans un autre mode de construction où il essaie de prendre le relais, où il se sent coupable, où il se sent, lui, en charge de l'adulte. Et c'est très compliqué.
ça demande là aussi très souvent un accompagnement qui parfois nécessite d'être professionnel. Et j'appuie encore là-dessus. Très souvent, il va y avoir besoin d'un accompagnement au niveau des soins psychologiques. Et là, encore une fois, merci Kalita, vous nous avez donné à l'association Câble Noir la possibilité de recevoir un grand nombre de familles avec des soins qui étaient subventionnés, et donc des familles ont pu être accompagnées psychologiquement dans cette épreuve de vie, et c'est très important pour leur construction future. Alors malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin, donc on va devoir se quitter. Mais vraiment, merci à tous les trois pour votre intervention. Je voudrais juste savoir, avant de vous quitter, vous allez faire quoi le 21 février ? Est-ce que vous serez avec nous pour inciter tout le monde à participer, même un peu, à cette campagne pour aider ces familles et vous permettre de continuer à faire le travail magnifique que vous faites ? Vous serez avec nous ? Avec grand plaisir. On fera de notre mieux. Avraham ? Pas simplement qu'on sera présent, c'est qu'on va aussi expliquer aux gens, comme l'a dit Milka, que quand ils donnent de l'argent, c'est pas uniquement de l'argent qui va être retourné aux familles, mais ça va être de l'argent, ça va être de la sérénité, ça va être de la stabilité, ça va être une relation parent-enfant qui va être rétablie, ça va être une tranquillité pour des enfants dans leur éducation, dans un couple, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que simplement de l'argent. Donc en fait, les dons ne sont pas uniquement doublés, mais ils sont quintuplés, voire plus, parce qu'on donne de l'argent et en échange, on récupère non seulement le double de la somme, mais encore énormément sur plein d'autres pans qui ne sont peut-être pas purement pécuniaires. Voilà, il faut savoir que cette année, l'objectif de 10 millions de shekels, en fait, c'est 5 millions qui seront matchés, donc doublés par des grands donateurs et Kalita. Donc voilà, c'est un très très bel objectif qu'on s'est fixé pour cette année. J'espère que grâce à vous et grâce à vous tous, on arrivera à le tenir. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci. Au revoir.